Bonjour à tous, vous l'attendiez, la voici, c'est la troisième partie d'Inside Parrot. On continue de partir à la rencontre des experts qui fabriquent le drone que vous allez utiliser dès demain. Tout de suite, générique. Je suis maintenant avec Manuel qui est au service qualité. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton métier? Dans l'équipe qualité, on a deux grands pôles. On a la qualité et la validation. Donc la validation, on a une équipe qui valide la robustesse des produits pendant le développement du produit pour itérer les protos pour arriver à un truc robuste d'un point de vue climatique, électrique, mécanique. Et puis on a la validation de l'appli, du software, donc trouver les bugs, corriger les bugs. Ça c'est la côté validation. Et ensuite côté qualité, c'est accompagner la R&D dans les méthodos projets pour que le développement il soit fait en respectant toutes nos exigences qualité, quoi. Donc tu m'avais dit le côté fun du métier, c'est que tu lâchais les drones pour qu'ils tombent par terre, que tu les aspergeais pour vérifier qu'ils sont bien hermétiques. C'est ça, on maltraite pas mal les drones, on les crache, on fait des tests de crash, et du coup, on les martyrise. La Nafiai, tu m'as dit, pouvait voler sous la pluie. Il est conçu pour ça? Il est conçu pour ça, ouais. L'équipe design l'a conçu comme ça. Il est gradé IPX3, c'est une norme internationale de résistance à la pluie. Et même avec le petit ventilateur qu'il y a dessus, ça me surprenait que ce soit autant libre accès à l'air et que ça puisse être étanche. Oui, alors IPX3 c'est pas étanche, c'est résistant à la pluie. C'est-à-dire que la quantité d'eau qui pénètre l'enveloppe ne doit pas impacter le fonctionnement du produit. Ok, d'accord. Okay. Bah, c'est déjà pas mal par rapport à ce qui se fait en drone compact. C'est ça, ouais. Tu voulais nous montrer un petit truc sympa. Tu vas nous montrer la salle de torture du coup, c'est ça? Je vais vous montrer la torture chamber, ouais. Allez, bah, c'est parti, on y va. Voilà, donc là c'est le donjon de Parrot. Ici on a une espèce de potence, tu vois. On attache les drones, on les monte et on les fait tomber ensuite. Et en fait on a quatre réglages pour pouvoir orienter le drone dans la position qu'on veut, pour qu'il tombe comme on veut. Génial. Et ensuite on met une caméra rapide ici pour avoir un slow-mo vraiment au ralenti de comment ça tape, pour voir comment ça se déforme et comment ça casse. Donc on a ça, ici ça c'est un banc de test pour tester des câbles. Avant on faisait des casques audio, mais même nos câbles USB, on fait des flexions de câbles pour tester la longévité. C'est ça. Okay. Dans les mêmes genres de machines, là on a une machine toute bête qui fait des appuis pour tester par exemple l'endurance des boutons, ou pour nos manettes. On a des manettes aussi, il faut le tester 1000 fois chaque bouton, donc tu la mets là et puis tu viens faire des appuis. Ouais. Donc ça c'est la petite mécanique, et pour finir sur la mécanique légère, t'as ça. Donc ça c'est un banc qui fait des rotations, pour tester les boutons en rotation. Et ça c'est un banc qui fait des translations horizontales comme ça. Donc avec ça, après on peut faire ce qu'on veut, on peut tester des pliages, différentes choses. Donc voilà, ça c'est des trucs de petite mécanique. Ensuite on a ici un pot vibrant, un mini pot vibrant, ça vibre dans ce sens-là. Et on est capable de simuler les vibrations de ce qu'on veut jusqu'à 10 000 Hz je crois. La partie caméra elle est amortie par ces rubbers là. Et donc en fait les vibrations transmises par les moteurs principalement doivent être amorties au maximum pour que l'image soit la meilleure possible. Et donc c'est ce qu'on appelle des rubbers, ces caoutchoucs là, on est capable de caractériser leur fonction de transfert ici, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils sont capables d'absorber en termes de vibration et qu'est-ce qu'ils n'absorbent pas. D'accord, donc là on est dans la pièce. Ça c'est le premier truc que j'ai entendu en arrivant chez Parrot, c'est quand on est sorti du parking, on entendait les moteurs en train de se mettre en marche. Qu'est-ce que c'est en train de tester ça? Alors on teste la robustesse électrique et puis surtout mécanique des moteurs et puis des pales, vérifier que la force centrifuge ne finit pas par les casser. D'accord, donc vous les testez sur du long terme, à fond? C'est ça, pour essayer de voir si elles résistent. On fait des rampes assez rapides. On peut voir là, quand il va se rallumer, on peut voir la poussée, on peut voir les bras se déformer avec la poussée moteur. Pauvre petit drone. Ouais, donc en fait ça teste aussi la robustesse des bras, quoi, parce que tu as la poussée, tu appliques la poussée au bras. Ouais, carrément. Et ici on a le pot vibrant, donc le gros pot vibrant. Okay. Donc un pot vibrant c'est une grosse bobine de cuivre et un aimant au centre. Et donc en fait tu fais passer le courant dans un sens, ça te fait une force magnétique qui pousse ton aimant vers le haut, et tu la fais passer dans l'autre sens, ça pousse vers le bas. Donc si tu changes ça avec une fréquence à 10 000 Hz, et ben en fait il fait 10 000 mouvements par seconde. Comme un haut-parleur en fait. Voilà, exactement, c'est exactement comme un haut-parleur. On s'en sert aussi pour les packaging, pour transférer les drones de la ligne de production jusqu'à chez les clients. Ils sont soumis aux vibrations des transports, par avion, par bateau, par transporteur. C'est important de prévoir ça. Et il faut que le packaging arrive en bon état et qu'en plus évidemment que le drone soit en bon état dedans, quoi. On est capable de tester aussi la stabilisation pendant ce temps-là, donc on peut secouer le drone et puis vérifier que l'image est propre avec des mires là, pour vérifier que ça stabilise bien. Donc ici on a des enceintes climatiques qui sont capables de faire du chaud, du froid et de l'humide, moins 40 jusqu'à plus, je sais plus, on peut aller à plus de 200. Et en termes d'humidité, on peut aller de 0 à 100% d'humidité. On vérifie que l'électronique résiste à ça. Donc là en fait vous mettez le drone au four quoi. On met le drone au four.
Alors là, on fait la pluie et ici, on fait le beau temps. Ça, c'est une machine UV. Ça simule les rayonnements solaires. Ah oui, parce que le plastique, il craint. Pour vérifier est-ce que le plastique résiste bien à ça. Une lentille de caméra, c'est un empilement de plein de couches, donc le capteur et plusieurs lentilles. Ouais. Et c'est un alignement qui est vraiment fait au micron. On prend des photos des mires qu'on voit ici, le damier ici, et on mesure le nombre de pixels, après en analysant la photo, le nombre de pixels qu'il faut pour passer du blanc au noir. Si tu passes du blanc au noir en un pixel, c'est-à-dire que t'es parfait d'un point de vue, t'es très sharp quoi. Et si tu passes en plusieurs pixels, ça veut dire que t'es moins sharp. Ça c'est tout con, mais c'est un bac à poussière. En fait, on met le drone dedans et on fait tourner les moteurs pour mettre de la poussière en suspension. On met le drone ici et puis on lui met un programme. Là, on a une petite boîte étanche pour mettre une GoPro pour protéger le truc. Et puis voilà, on fait tourner les moteurs, donc ça secoue la poussière. Ah, tu le fais tourner à l'intérieur. Voilà, ok, pour vraiment, pour le mettre en condition. Quoi. Ouais. Donc là, tu dois pas y voir grand-chose quand c'est en train de tourner. Non, c'est vraiment c'est très poussiéreux et ça permet de vérifier que le drone est robuste, que les moteurs, les bobines moteurs sont pas perturbées. On va descendre plus bas. Donc là, on va dans les caves du donjon. C'est ça, on descend encore plus bas. Plus on descend, plus on fait du mal au drone. Vu déjà tout ce que vous faites subir là-haut, j'imagine même pas ce que vous faites subir en bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Toc toc. Bonjour. Ça va? On est dans les antres de Parrot. Donc ici, c'est la salle électromagnétique, pour les tests électromagnétiques. Donc là, ici, on fait des tests pour s'assurer de la compatibilité électromagnétique du drone. Ok. Et alors, il y a certains tests qui sont des tests réglementaires pour avoir le marquage CE ou le marquage FCC. On a des tests obligatoires. Et puis, il y a des tests qu'on applique, nous, pour vérifier que le drone est bien robuste. Ici, par exemple, on a une table pour faire des décharges électrostatiques. Donc voilà, ça, c'est le pistolet électrostatique. Donc, on peut envoyer des décharges jusqu'à, je sais pas, 3 ou 10 kW. On envoyer des décharges au drone. On envoie des décharges électrostatiques au drone. Ok. Pour vérifier qu'il résiste. Vraiment, ils subissent. Que soit le hardware n'est pas endommagé ou bien le soft. Parce que parfois, tu peux avoir un pic transitoire de tension et ça va te mettre le soft dans un mauvais état. Ok. Donc voilà, on vient le shooter. D'accord. Et du coup, la grande salle à côté? Et la grande salle à côté, c'est là où on va mesurer tous les comportements du drone. Ah oui, on est presque dans une, comment est-ce qu'on appelle ça, une chambre sourde? C'est ça. Là, au niveau du son, vous devez entendre clairement la différence. Il n'y a plus aucun écho. En fait, c'est le principe de ces murs-là. C'est une chambre anéchoïdale, donc sans écho. Ces murs-là sont faits pour isoler complètement cette pièce du reste du monde et notamment pour pouvoir bien caractériser le comportement radiofréquence du drone. Toutes les ondes électromagnétiques ne peuvent pas rebondir. Juste avec de la mousse. C'est la forme qui fait que... C'est la forme et il y a un traitement aussi. Il y a un traitement chimique sur ces cônes-là. Et donc les deux font qu'on est dans une chambre anéchoïdale. C'est comme si on était en fait en espace ouvert. C'est-à-dire qu'on n'a pas de réflexion. Et donc ça nous permet de tester deux choses. L'immunité du drone à des agressions radiofréquences et à l'inverse, le fait que le drone ne vient pas perturber son environnement. D'un point de vue CEM, compatibilité électromagnétique, tu as les deux aspects. Ton drone ne doit pas être perturbé par l'extérieur et ton drone ne doit pas perturber l'extérieur. D'accord. Donc en fait, avec cette grosse antenne, pour tester l'immunité, on vient agresser le drone, donc on lui envoie des ondes électromagnétiques fortes, qui sont selon la norme, quoi. Et donc on vérifie que le drone n'est pas perturbé et fonctionne bien. Et à l'inverse, on vérifie que le drone en fonctionnement ne vient pas trop perturber son environnement électromagnétique. Il n'émet pas des signaux parasites à l'extérieur. Et ça, tu le mesures avec l'antenne également? Avec l'antenne, ouais, elle fait réception et émission. Et on a une autre chambre à côté où on fait les tests radio. C'est pas tout à fait la même chose, c'est s'assurer que le drone émet bien dans les bandes de fréquences autorisées, en Wi-Fi ou en 4G, et n'émet pas dans d'autres bandes de fréquences. Les bandes de fréquences, c'est tout un monde. Chaque pays a ses exigences. Il y a les bandes qui sont pour le militaire, les bandes qui sont pour la radio, pour la 4G, pour la 5G. Donc chaque bande est réglementée et notre drone n'a pas le droit d'émettre n'importe où. Tu dis rien, c'est pour le studio. J'ai la chance de me retrouver avec Victor aujourd'hui. Bonjour Victor. Bonjour. Et donc tu vas nous parler de cybersécurité. Exactement, c'est un thème prioritaire pour Parrot et très différenciateur parce qu'on fait des choses que personne d'autre ne fait. Donc ça peut être intéressant d'aborder ce sujet-là. Ouais, alors comment est-ce que vous faites justement pour vous différencier de la concurrence? Alors déjà, c'est un élément qui est rentré dans l'ADN de Parrot et ce depuis plusieurs années. Donc on a commencé à travailler un peu comme tout le monde sur comment protéger le drone, comment protéger le lien entre la télécommande et le drone. Mais aujourd'hui, on est vraiment allé un cran après, en particulier en intégrant dans notre drone Anafi une identité unique. On est les seuls à proposer ça, donc on a un composant matériel, un peu comme une puce qu'on va trouver dans un passeport biométrique ou des choses comme ça, qui va permettre de prouver l'identité du drone, mais lui permettre aussi de s'authentifier de manière forte, ce qui est particulièrement important parce que Anafi fonctionne en 4G. Ah oui, forcément. En 4G, le drone, il est sur Internet. Et dans ce cadre-là, faut bien trouver une façon de créer une confiance entre la télécommande, le drone, puis tous les services en ligne qui vont permettre de gérer la relation. Et est-ce qu'on pourrait dire que ça, c'est inviolable du coup en termes de reconnaissance? Alors le mot inviolable dans l'informatique est très relatif, mais effectivement, une grosse sécurité supplémentaire. Quand on voit des entreprises type GAFAM qui dépensent des dizaines de millions sur la cybersécurité, c'est dur de dire que telle ou telle chose sont violables quand on voit qu'eux-mêmes
avec tous leurs efforts, n'y arrivent pas parfois. Mais en tout cas, ici, on a un composant matériel qui est certifié par à la fois des entités européennes et américaines. Donc ça, c'est reconnu au niveau étatique, entre guillemets que il y a effectivement ces certifications étatiques qui montrent que les choses sont bien faites sur ce composant et ça garantit effectivement un super niveau de sécurité. On a beaucoup parlé de données qui étaient perdues par, pour ne pas le citer, DJI qui a fait des contre-expertises pour prouver qu'il n'y avait pas de fuite de données. Alors j'ai compris que ces contre-expertises pouvaient être remises en cause. Qu'est-ce qu'il y en est vraiment? Alors déjà de la part de DJI, il y a beaucoup de com et contre-com. C'est pour eux un sujet sur lequel ils sont finalement bons en communiquant, mais quand on se focalise sur les éléments purement techniques, voilà, les preuves sont accablantes. Donc en gros, si on refait l'histoire, à partir de 2017, il y a des fonctions qui ont été trouvées qui permettaient à DJI de mettre à jour des applications sans que l'utilisateur le sache et sans passer par les mécanismes de mise à jour de l'application type Google Play Store. Excuse-moi, oui. C'est pour ça qu'on trouve plus l'appli dans le Play Store? C'est parce que DJI, mais bon après, je ne vais pas me prononcer pour eux. D'accord, parce que on n'arrive plus à la trouver sur le Play Store, on est obligé de la télécharger à part. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, il y a eu cette première vulnérabilité qui a été mise en avant par des chercheurs en sécurité. Juste après, DJI a fait un contre-audit, parce qu'au même moment, il y a aussi le DoD et le DHS aux États-Unis, donc tout ce qui est défense et Homeland Security, qui ont commencé à faire des notes de renseignement ou à prendre des décisions d'interdiction des drones DJI. Donc DJI a fait un contre-audit pour dire tiens, je vais payer une boîte pour dire ce qu'il en est de la sécurité de DJI. Il y a eu une synthèse qui a été rendue publique par DJI, mais en même temps, il y a un média qui s'est procuré le rapport détaillé et qui a vu que dans le rapport détaillé, il y avait un élément qui ne figurait pas dans la synthèse, en particulier sur un composant qui piochait des données personnelles dans le téléphone de l'utilisateur. D'accord. Donc ça, c'était 2018. Et là, DJI fait mea culpa en disant désolé, on n'avait pas vu ça, on l'enlève, c'est une petite erreur. Sauf que entre-temps, entre 2018 et 2020, ils ont rajouté toute une couche d'obfuscation. Donc en fait, ils ont fait en sorte que leur application ne soit pas, ou en tout cas difficilement analysable par des chercheurs en cybersécurité. Et ce qu'a prouvé Synactive, une entreprise française en plus, en 2020, c'est que dans ces couches qui étaient planquées au sein du logiciel DJI, ils avaient rajouté ces mêmes fonctions qu'ils avaient dit avoir enlevées avant. D'accord, ah oui. Donc là, il y a quand même une grosse, c'est un faisceau de preuves, parce qu'on peut se faire avoir une fois et se dire c'est une erreur. Quand ça arrive 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment, la suspicion est plus que là. Et donc du coup, c'est l'inverse de la philosophie de Parrot. Vous commencez direct sur de l'open source, du sécurisé, etc. Effectivement, on a cette grosse volonté de transparence. Et l'idée, c'est à la fois sur la cybersécurité, sur la protection des données à caractère personnel, de donner la main et la vision complète à l'utilisateur. Donc sur la protection des données à caractère personnel, par exemple, on capte aucune information par défaut et l'utilisateur choisit quand il transmet, mais même quand il a transmis quelque chose, il garde la main sur le fait de pouvoir effacer. Je sais pas si tu as déjà essayé avec d'autres services en ligne ou peu importe quels autres objets qui collectent des informations personnelles. Arrêter le consentement, c'est facile. Demander l'effacement de tout ce que tu as partagé avant, c'est assez compliqué. Souvent, c'est des processus où il faut joindre le support utilisateur. Ça prend des semaines, voire parfois des mois. Et à l'inverse, Parrot, on a une gouvernance des données et l'utilisateur, soit depuis son app, soit depuis le site web, a juste un bouton à cliquer pour demander la suppression de tout ce qui a été partagé avant. Et peu importe ce pourquoi c'est utilisé. C'est-à-dire quand tu partages une donnée de vol, déjà tu peux vouloir la partager pour synchroniser ta donnée entre ton smartphone ou ta tablette par exemple, pour éviter d'avoir à faire des copies d'informations. Tu peux aussi avoir ces données qui sont partagées, qui vont être utilisées par le support utilisateur par exemple si tu as une question sur un drone ou une problématique particulière à échanger avec eux. Et tu peux aussi choisir en tant qu'utilisateur de partager ces données à la R&D de Parrot pour améliorer les produits. Donc tu vois, il y a plusieurs finalités. Ça veut dire en gros que l'information est dupliquée à plusieurs endroits. Ah, mais si je comprends bien, du coup, le fait que vous ayez pensé à tout ça depuis le début, c'est vous aide à vraiment respecter ces engagements de vie privée. Exactement. C'est non seulement une philosophie, mais c'est aussi une façon de le rendre simple pour l'utilisateur. Ouais. Parce qu'il n'a pas à galérer à joindre un support utilisateur ou quoi que ce soit. Il a juste un bouton appuyé dans son app. Et c'est fait. Alors je vais me faire l'avocat du diable parce qu'il y a pas mal d'opérateurs professionnels qui nous regardent. Qu'est-ce qui fait pour moi une réelle différence entre justement un matériel qui est bien protégé au niveau de la protection des données, un matériel qui ne l'est pas, en sachant que moi ce que je filme c'est quoi? C'est des échafaudages, c'est des trucs techniques, etc. T'as raison, c'est une question qui se pose parce que autant c'est évident de se dire il faut de la cybersécurité et de la protection des données pour des usages régaliens, type un soldat, un pompier,
un policier, c'est une évidence. Mais même pour des professionnels qui font de l'inspection et de la cartographie, beaucoup peuvent le faire sur des infrastructures qui sont sensibles, que l'État peut par exemple classifier d'opérateurs d'importance vitale. C'est le cas dans le domaine de l'énergie, de la gestion de l'eau, toute la partie transport. Donc il y a 16 secteurs qui sont définis au niveau étatique, qui se disent ça c'est stratégique pour l'État. Donc ces données-là, on n'a pas forcément envie qu'elles finissent dans les mains d'un État adverse. Ouais, donc ça pourrait faire par exemple être un critère pour un appel d'offres. Ça doit être un critère pour les appels d'offres à partir du moment où effectivement la donnée est considérée comme sensible. Il y a un dernier sujet, je profite de t'avoir parce que tu nous as dit que tu faisais partie d'une fédération un peu particulière. Effectivement, donc Parrot est proactif pour construire la Fédération européenne des drones de sécurité qui défend un certain niveau de souveraineté en matière à la fois de drones aériens, mais ça touche aussi les robots terrestres, les drones aquatiques, les composants stratégiques parce que c'est aussi important de reposer sur des composants européens quand ils existent et tout l'environnement logiciel qui permet en amont de piloter les drones, gérer du vol autonome, du vol en S1, etc., etc. Et concrètement, c'est quoi l'objectif de cette organisation? Donc ici, l'objectif, c'est déjà de nous faire travailler et innover entre différents acteurs européens et pouvoir influer aussi sur les standards parce que quand on travaille sur des standards européens ou des réglementations européennes, on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises extra-européennes qui ont énormément de moyens, qui viennent truster le débat et c'est important pour nous, plus petites entreprises, d'aller porter notre vision et de défendre ce qui doit être mis en place au niveau européen. Et c'est une façon, quand on n'arrive pas à le faire tout seul, de le faire en groupe de manière unie. D'accord, donc il y a un vrai travail de sensibilisation auprès des autorités pour dire attention, ça c'est important en termes de cybersécurité. Tout à fait. Prenons seulement un exemple sur par exemple le DRI, c'est Direct Remote Identification, la plaque minéralogique des drones. Donc le fait que le drone se signale en vol parce qu'il est enregistré, on permet de le localiser sur l'espace aérien. Ce qu'on voit justement, c'est que des acteurs américains ou chinois ont poussé le fait de ne pas intégrer pour le moment de cybersécurité dans cette réglementation. Et ça, l'impact, c'est que si demain, on a une autorité qui surveille par exemple l'espace aérien au-dessus des JO 2024, comme il n'y a aucune sécurité, n'importe qui, donc par exemple un terroriste, peut envoyer des faux signaux, donc inonder l'écran de la personne qui fait la surveillance de faux drones. On ne sera plus capable d'identifier un vrai drone d'un faux drone. Et dans ce cas-là, le terroriste pourrait envoyer un vrai drone qui serait noyé au travers de cette masse et qui pourrait difficilement être identifié. Donc c'est important justement de défendre tous ces efforts qu'on a fait en matière de cybersécurité à Parrot pour les étendre à l'ensemble de l'industrie et surtout apporter cette plus-value aux utilisateurs et à l'ensemble des parties prenantes qui sont dans le domaine des drones. D'accord, donc en plus de renforcer la cybersécurité dans vos machines, vous êtes promoteur de plus de cybersécurité au niveau des drones. C'est exactement l'objet de la fédération. Ok, génial. Alors c'est super tous ces éléments de cybersécurité, mais comment est-ce que concrètement vous les vérifiez, vous les mettez en œuvre dans le réel? Alors effectivement, c'est une problématique parce qu'on a beau faire de la cybersécurité par design, à un moment donné, il faut être sûr que ça marche. Et ça, c'est un gros sujet. Donc déjà, on fait beaucoup d'audits internes, que je fais moi-même. Ensuite, il y a beaucoup de clients qui eux-mêmes vérifient le niveau de sécurité avec leurs propres audits. Donc c'est le cas de clients industriels privés, mais c'est le cas aussi de gros clients étatiques. Par exemple, le département de la Défense, quand on a eu le projet SRR qui a donné naissance au drone Anafi USA. Donc eux ont fait beaucoup de vérifications et d'audits de cybersécurité pour être sûr qu'on atteignait le niveau souhaité. Ah, c'est plutôt rassurant. Et tu m'avais dit aussi qu'il y avait des concours de hack pour trouver des failles? Alors effectivement, on a un partenariat avec YesUHack qui nous fournit un bug bounty. Et le principe, c'est d'inviter n'importe quel chercheur en cybersécurité à rechercher des vulnérabilités dans nos produits. Donc à la fois le drone, l'application mobile, les services en ligne qui sont en lien avec tout ça. Et s'ils trouvent quelque chose, eh ben, on leur donne une prime, on les rémunère contre leur trouvaille. Okay. Donc ça permet d'avoir une vision super large et d'avoir un foisonnement de chercheurs, mais aussi de montrer à une communauté qu'on s'inscrit un peu dans leurs intérêts et qu'on veut travailler avec eux. Et alors ça donnait quoi? C'est des événements où il y a eu des failles qui ont pu être corrigées comme ça, des bugs intéressants trouvés? Alors ce qui est intéressant, c'est justement, on s'était souvent focalisé sur les produits actuels en intégrant de la cybersécurité dedans, mais le bug bounty a ouvert un peu le spectre parce que les gens cherchent tous azimuts. Et ce qui est intéressant, c'est de trouver quelques éléments qui avaient été oubliés parce que c'est dans des applications précédentes. Ah oui. Et ça nous permet d'avoir cette vision la plus globale possible et toujours d'être dans cette démarche d'amélioration continue. Ok, super. Je profite également de t'avoir pour parler peut-être un petit peu management, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais j'ai vu une organisation complètement différente
différente au niveau de l'entreprise Parrot. D'après ce qu'on m'a dit, il y a très peu de niveau hiérarchique. Je vois que pas mal de personnes sont libres, plus ou moins libres de leur emploi du temps. Enfin, c'est très, on pourrait dire, cool comme ça. Dis-nous un petit peu comment ça se passe au sein de l'entreprise. Alors déjà, c'est vrai, c'est plutôt cool de bosser à Parrot, et bon, pas uniquement parce qu'on bosse sur des drones, ça c'est déjà un premier élément qui est super sympa, mais aussi sur la façon de travailler. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup d'autonomie, on a des objectifs qui parfois sont très exigeants, et vraiment, enfin, personne n'est cool, genre je me repose sur mes lauriers, et voilà. Mais effectivement, on a une marge d'action, on a les moyens de travailler efficacement, on n'a pas des niveaux hiérarchiques tentaculaires qui font perdre de l'information, et ça, moi je pense, c'est aussi la vision d'Henri, de vouloir des choses ultra efficaces, des informations qui sont bien partagées. C'est agréable de fonctionner comme ça. Ouais, j'étais surpris de voir comment ça fonctionnait entre les différents départements. Tout le monde est avec tout le monde. Il y a une personne qui connaît machin. Enfin, ça circule beaucoup, ça communique beaucoup. C'est chouette comme philosophie. C'est agréable à découvrir. Super, merci beaucoup Victor de nous avoir accordé un peu de temps, parce que c'est un emploi du temps très chargé. C'est un plaisir. Et puis on se recroisera, je pense, à l'avenir. Ce sera avec grand plaisir. Très volontiers. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette série de 3 vidéos. Merci beaucoup à Parrot de nous avoir accueillis en son sein. On espère que cette série de 3 reportages qui nous aura demandé pas mal de boulot vous aura plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et on se retrouve bientôt pour une série de vidéos un peu plus classiques. Salut!